Bonjour à tous, amis de la RH, c'est Béatrice de Kokoroé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité de marque, j'ai nommé Stéphane Delinger. Bonjour Stéphane. Bonjour Béatrice. Alors Stéphane, tu as un super poste puisque tu es le Global Learning Director d'un des fleurons français des spiritueux, j'ai nommé Pernod Ricard, c'est bien ça ? C'est bien ça, effectivement. Alors Pernod Ricard, moi, c'est une marque qui m'impressionne beaucoup puisque c'est une entreprise française qui ne date pas d'hier. Elle a été créée en 1975. Il y a des marques de spiritueux emblématiques. Je vais en citer quelques-unes qui sont bien connues, comme le pastis Ricard, pour ceux qui connaissent, le rhum Malibu, les whiskies, Chivas, la vodka Absolute. Je rappelle à tout le monde qu'il faut boire avec modération. Et en fait, Pernod Ricard, c'est une entreprise qui, à la base, est familiale, française, et qui a réussi un virage difficile, c'était celui finalement de monter en gamme et de devenir un groupe international. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est cotée, une entreprise du CAC 40. Du coup, Stéphane, on va revenir un peu sur la trajectoire du groupe au travers de ton parcours, puisque toi, tu as passé de nombreuses années. Combien d'années à peu près chez Pernod Ricard ? C'est 20 ans chez Pernod Ricard. 20 ans. 20 ans chez Pernod Ricard, c'est beau. Mais tout d'abord, je souhaiterais te poser une première question. Qu'est-ce que tu souhaitais faire quand tu étais petit ? C'est une bonne question. En fait, je crois pas que j'avais un projet en tête particulier quand j'étais petit. Je crois que je voyais plutôt le monde des adultes comme un monde qui était quelque chose de un peu lointain et qui s'appliquait pas forcément à moi ou qui s'appliquerait peut-être même jamais à moi. Peut-être que j'avais le sentiment que c'était pas forcément quelque chose qui serait une destination pour moi. Donc j'ai assez peu fouillé quand j'étais enfant certaines orientations professionnelles de mes proches ou des gens de ma famille, par exemple. J'étais un garçon plutôt distrait, plutôt rêveur aussi, et je crois qu'en fait j'étais parti dans une autre direction, probablement peut-être articulé autour plutôt de rêves sportifs à la rigueur, si j'avais été enfant. Il y avait des sports qui te plaisaient quand tu étais petit ? Moi, j'ai testé pas mal de sports, en fait. J'étais un peu touche à tout. Et j'avais 9 ans quand Yannick Noah a gagné Roland-Garros. Donc forcément, ça m'a beaucoup inspiré, je pense. Je jouais au tennis plus jeune. Et puis honnêtement, je rêvais d'avoir sa détente verticale. C'était impressionnant. Je crois que c'est le seul Français à gagner Roland-Garros depuis. Ouais. Et voilà, donc j'ai pas nourri de rêve ou de destinée métier très précise avant un bon moment, qui était plutôt le moment où j'ai commencé à écouter les conversations à la maison entre mon père et ses amis, qui étaient aussi souvent ses collègues, et où il y avait des débats passionnés sur le monde industriel dans lequel évoluait mon père. Il était dans le domaine automobile, et voilà, moi j'ai souvent participé de loin à ces conversations. J'avais souvent une oreille qui traînait et j'écoutais un petit peu ce qui se disait autour de la table, pas forcément pour nourrir chez moi une forme d'inspiration sur ce que je voulais faire. Je voulais pas forcément faire ce que faisait mon père ou ses amis autour de la table, mais parce que je trouvais ça, le récit qu'il y avait autour de ces moments de vie faisait souvent écho à des choses qu'il fallait résoudre avec l'aide du collectif, en fait. Il y avait pour moi assez vite la compréhension qu'il y avait une sorte d'autorité hiérarchique qui existait, mais que c'était pas forcément celle-là qui comptait pour faire avancer les choses, que c'était plutôt une dimension de leadership et de qualification finalement des relations entre les uns et les autres, et ça probablement nourrit à un moment donné aussi mon intérêt pour la fonction ressources humaines. Donc très tôt, tu as conscience de ces premières dynamiques qui se nouent dans un collectif, tu disais. Et quel type d'élève tu étais à l'école ? Est-ce que tu te disais tout à l'heure que tu étais rêveur ? Tu avais des matières préférées ? Tu étais assidu, moins assidu ? Ouais, j'étais assez sérieux. Mais j'étais aussi très distrait, très étourdi. Donc je pense qu'il n'y avait pas un bulletin qui ne faisait pas mention de ça. C'est souvent la trace des grands créatifs. Oui, j'ai un peu cette dimension-là aussi, mais en même temps que j'ai toujours essayé de modérer parce que il fallait aussi l'intégrer dans un cadre collectif, que ce soit l'institution scolaire ou l'institution entrepreneuriale. Mais c'est une dimension que j'ai toujours essayé d'exploiter aussi dans mon métier. Et tu le dis en fait très tôt, donc c'est les ressources humaines qui vont t'attirer. Et tu vas commencer au sein d'un groupe qui est du coup le groupe Universal, donc le label de musique,
Comment est-ce que tu atterris là? Parce que sur le papier, ça fait rêver tout le monde, un label de musique. Tu te dis, waouh! Enfin, Universal, c'est quand même un studio qui a publié, attends, je vais pas dire de bêtises, comme groupe mythique. J'allais dire les Beatles, mais je suis pas sûre. Non, je pense pas que ce soit les Non, Beatles. pas les Mince, Beatles. mince. Il y en a plein. Je pense qu'on Ok. on pourrait chercher de grands noms. Moi, je suis arrivé dans cet univers, d'abord parce que j'adore cet univers musical, et je pense que c'est un fil aussi conducteur dans mon parcours, c'est avoir une connexion passion, je dirais, avec les produits ou les marques pour lesquelles je travaille. C'est également le cas pour Pernod Ricard. Et tout à l'heure, tu évoquais en présentant le groupe les différentes marques iconiques en fait que le groupe possède en portefeuille. Ça a toujours été aussi un élément d'attractivité pour moi, et ce dès le début. Et concernant Universal, en fait, je suis arrivé par là par le biais d'un stage. À l'époque, cette entité ne s'appelait pas Universal Music, hein, elle s'appelait Polygram. C'est une entité qui appartenait au groupe Philips. Et j'ai tout simplement répondu à une offre de stage avec beaucoup d'intérêt, celle-ci. Donc j'ai dû soigner ma lettre de motivation à l'époque parce que celui-là, j'avais vraiment envie de pouvoir avoir ma chance. Et j'ai passé 6 mois dans cette organisation. 6 mois formidables, notamment parce que j'étais aussi au contact d'une DRH à cette époque-là qui était extrêmement inspirante pour moi et qui a probablement aussi constitué une sorte de modèle d'exemplarité et je dirais, d'honnêteté intellectuelle, qui sont pour moi encore des traits de référence quand je pense à mon métier et même à des décisions au quotidien que je peux continuer à prendre, quitte à me dire voilà, qu'est-ce qu'elle aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait fait. C'était une mentor ou c'était une... Je sais pas si on peut la qualifier de mentor. Je pense que j'ai un peu de mal avec l'utilisation de ce terme mentor, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué et beaucoup façonné ma façon de faire des ressources humaines. Donc si c'est mentor au sens modèle, oui, je pense qu'elle a constitué un modèle pour moi. Et du coup, tu vas faire plusieurs années, puisque du coup, il y a une pause avec ton service militaire. Oui, Tu oui, me le oui, rappelais en préparant l'épisode qu'effectivement, c'était une époque où on faisait le service militaire. exactement. Ça t'a apporté des choses, le service militaire? Alors ça m'a apporté beaucoup dans le sens où j'ai eu la chance de pouvoir faire cette période-là en étant posté à l'étranger. J'étais basé à Londres et dans le cadre de ce qu'on appelle un CSNA, donc j'étais coopérant du service national avec un A qui veut dire administration, et donc j'étais positionné à l'ambassade de France pendant cette période-là. Super, donc il y a pire hein, comme année. Ouais, et en fait j'avais une connexion directe avec le métier des ressources humaines parce que mon travail pendant cette période-là, c'était de connecter de jeunes Français qui se déplaçaient en Angleterre pour chercher du travail et de les mettre en relation avec des employeurs anglais. Et donc, je faisais ce travail de médiation, à la fois de mini cabinet de recrutement finalement de l'ambassade au service d'employeurs anglais qui étaient intéressés par de la main-d'œuvre française. Super. Voilà, donc c'était vraiment pile poil dans le cadre de ma formation et puis une super préparation au métier du recrutement, qui ont été un peu les métiers que j'ai commencé par faire au début de ma Et alors carrière. ça m'intéresse parce qu'en fait, je me suis aperçue moi, qu'il y avait beaucoup de profils du learning, des RH qui venaient du recrutement. En quoi c'est une bonne école, le recrutement? Ben, quand vous recrutez et que vous voulez recruter, je dirais juste, vous avez besoin de comprendre les compétences qu'il faut posséder pour exercer tel ou tel métier. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à interviewer les recruteurs pour lesquels je travaillais, et toujours dans la vision, quand on fait du recrutement, de recruter pour un instant T, mais aussi pour recruter pour le coup d'après, en ayant en tête un élément de fidélisation des collaborateurs qu'on intègre à son entité. Et donc, ça impose, et c'est un parallèle avec le learning, d'avoir à se projeter aussi sur, ok, il y a les compétences de maintenant, mais les compétences du futur, quelles seront-elles? Est-ce que mes candidats, ceux que je prévois d'intégrer, auront la capacité à pouvoir eux aussi les acquérir dans le futur? Est-ce que le futur de leur métier fait du sens aussi par rapport à leur profil et à leurs aspirations? Donc je pense que c'est à la fois
proximité métier qui est nécessaire dans le monde du recrutement, et puis la capacité à se projeter dans l'évolution de ce métier ou l'évolution des individus dans d'autres métiers, qui peut faire un bon parallèle avec le monde du learning. Et puis tu vois, je trouve qu'il faut aussi dans ces métiers quand même sentir l'humain. Il y a quand même une dimension aussi très forte d'intelligence émotionnelle, Oui, où tu dois comprendre le candidat, saisir ses traits très vite. Enfin, il y a une dimension oui, très soft skills, quoi. oui. Puis il y a une dimension de matching culturel aussi. Comme tu le soulignais tout à l'heure, moi ça fait 20 ans que je travaille chez Pernod Ricard. Une des raisons pour lesquelles je suis toujours dans cette organisation 20 ans après, parce que quand je croise entre guillemets, des plus jeunes générations aujourd'hui au bureau qui me disent mais je sais pas comment tu fais 20 ans après pour être encore là dans l'organisation. Je leur dis mais moi je suis pas parti avec l'objectif de rester 20 ans chez Pernod Ricard. Je suis parti avec l'objectif d'apprendre des choses, d'être en situation je dirais de me développer professionnellement, de prendre du plaisir professionnellement. Et quand on a une organisation où ses valeurs propres sont alignées avec celles de son employeur, Il y a une pourquoi congruence. aller regarder ailleurs entre guillemets. Surtout que j'ai eu la chance moi d'être à échéance régulière, challengé vers d'autres projets. Donc pour moi, c'était une équation parfaite. Et alors justement, Stéphane, quand tu as intégré Pernod Ricard, le Pernod Ricard d'il y a 20 ans n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est un groupe qui est devenu plus international encore. Vos marchés sont un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine. L'évolution est en plus tirée vers le haut de gamme. Oui. Au début, enfin moi j'avais une image de Pernod Ricard qui faisait du vin, mais le vin est marginal. Vous êtes recentré notamment sur des champagnes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution? Bah, c'est un groupe, tu le disais, qui est né en 75 du rapprochement de deux entités franco-françaises, Ricard et Pernod. Toutes les deux sur le même marché, celui des anisés. Et donc l'année prochaine, ça fera 50 ans en fait que cette rencontre a eu lieu, et cette décision prise par deux dirigeants emblématiques à l'époque de se dire, plutôt que d'être commercialement opposés sur un même marché que celui de la France, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à créer quelque chose de plus grand, de s'allier et finalement de conquérir un périmètre qui soit au-delà de la France, ce qui a démarré une période assez dense et je dirais très soutenue d'acquisition par le groupe, avec ce qu'on appelle nous en interne des big bangs qui se sont succédés et qui ont vu le groupe Ah, vous appelez ça les Big Bang? ouais, et qui ont vu le groupe prendre vraiment une autre ampleur, avec une dimension internationale beaucoup plus avérée. Moi-même sur le dernier poste que j'ai effectué avant d'être sur la partie learning, j'étais basé dans notre branche qui fait des whiskies écossais. Voilà, donc ce sont des marques emblématiques comme Chivas, Ballantine's ou The Glenlivet, qui font vraiment, je dirais, beaucoup de sens à être intégrés dans le portfolio de marques premium et luxe, comme tu l'évoquais, de Pernod Ricard. Et puis, parce il y a malgré tout, entre ces marques, une sorte d'ADN commun que Pernod Ricard entretient merveilleusement, qui est d'arriver à faire vivre des expériences de consommation qui vont avec ces marques. Et alors, tu disais, enfin, on est vraiment dans l'univers du premium, l'univers du luxe, et vous êtes construit par Bid Up, par acquisition. Comment est-ce qu'on fait pour garder une culture commune, tu vois? Alors, tu disais, il y a j'imagine des points communs, Ouais. mais il y a des marques avec des identités aussi très fortes, qui sont positionnées, tu disais tout à l'heure, des marques sur le pastis, d'autres le whisky. Ouais. On fait comment? La dimension culturelle que j'évoquais tout à l'heure est très importante, c'est-à-dire que tu évoquais les racines familiales du groupe tout à l'heure. Il y a aussi ce sentiment important de donner plus que le sentiment, mais la perception d'une réalité que ces entités qui sont acquises par le groupe font partie de la famille. La famille Pernod Ricard au sens large. Nous, on a différentes valeurs, dont une qui s'appelle Connected Beyond Borders, où on a vraiment la volonté d'afficher que entre toutes nos entités, il y a une sorte d'ADN commun et que on parle le même langage. Et de façon très
naturelle et parfois surprenante. Si j'ai une rencontre avec mes camarades d'une entité brésilienne ou japonaise, même si on s'est jamais vu avant, on parle le même langage et une connexion immédiate va s'instaurer. Oui, ça passe aussi par des codes, une sémantique, une culture. Oui, ça passe aussi par, je dirais une connaissance aussi de ce qui font les fondamentaux du groupe, et sa culture en est un des piliers, ça c'est certain. Très clair. Et tu le disais, donc toi, tu as intégré Pernod Ricard il y a une vingtaine d'années. Quelle était un peu ta trajectoire pro? Alors moi j'ai rejoint Pernod Ricard par le biais d'une de ses marques qui s'appelle Martell. C'est une des nombreuses marques du groupe. C'est aussi une marque avec un patrimoine historique immense. C'est une marque qui date de 1715. Donc le groupe lui-même s'est créé en 1975, mais il intègre dans son portfolio des marques qui elles-mêmes ont un patrimoine historique bien plus lourd que ça. Et moi j'étais curieux de passer d'un rythme de production qui est celui de l'industrie musicale, où en gros on sort des choses à un rythme toutes les 3 semaines, à une industrie, un rythme d'industrie qui est beaucoup plus lent, comme celui du cognac. Cognac, ouais. Martell étant une marque de cognac. Et quand tu mets pour la première fois les pieds dans un bâtiment et que tu marches sur les pavés qui ont été empruntés par tant de générations avant toi, il y a un côté extrêmement Sans le impressionnant, poids de l'histoire. sans le poids de l'histoire. Et moi, c'est un trait que j'ai toujours aimé aussi chez Pernod Ricard, c'est de pouvoir travailler dans le temps long, et dans la capacité à faire les choses dans la durée et à laisser aussi une trace pour ceux qui viendront après. Et tu disais, du coup, tu commences par du coup tes premières expériences au sein du cognac, et petit à petit, tu vas rejoindre le siège, tu vas avoir des expériences à Londres. Très Oui. vite, finalement, qu'est-ce qui fait ces opportunités à droite à gauche? C'est toi qui vas taper à la porte? T'es happé par un mentor ou quelqu'un? Déjà, il y avait des process RH qui étaient extrêmement bien faits d'identification des talents et des potentiels, et puis surtout aussi des connexions individuelles qui peuvent se faire, parce que c'est un groupe qui est fait de rencontres aussi, et, euh, et les moments de connexion, les moments de convivialité, on parle beaucoup de convivialité chez nous, sont des moments réels et euh, qui nous connectent assez vite. Donc très vite, on arrive à créer un réseau de gens en interne qui vous identifient, vous connaissent, ont une petite idée de vos aspirations, et voilà, ça s'est fait Et par tu vois, ce biais-là. pour arriver à ce type de niveau, est-ce qu'il y a un parcours un peu fléché où, tu vois, par exemple, chez L'Oréal, on va dire, voilà, tu vas commencer, tu vas forcément faire le tour des parapharmacies ou des coiffeurs pour commencer à faire un peu de vente. Mhm. Chez LVMH, on va dire, tu vas d'abord un peu en boutique, avoir une expérience concrète. Chez Pernod Ricard, est-ce que tu as des passages un peu obligés aussi? C'est bien d'avoir une complémentarité de vue, parce qu'il y a différents profils de structures chez Pernod Ricard. Il y a ce qu'on appelle des brand companies, donc j'en citais une comme Martell ou comme Chivas tout à l'heure, dont l'activité est vraiment concentrée sur l'élaboration, la fabrication des produits et je dirais leur territoire marketing également. Et puis ensuite, on a des sociétés de marché qui sont, elles, destinées à commercialiser les marques du groupe sur un territoire donné. Et puis enfin, on a le siège du groupe, c'est son headquarters qui est basé à Paris et qui est une autre forme d'entité. Et donc avoir une sorte de complémentarité de vue, c'est extrêmement utile pour pouvoir comprendre comment les connexions entre ces différentes entités fonctionnent. Donc, oui, L'une a besoin de l'autre, et vice-versa, entre guillemets. Donc c'est une sorte d'écosystème qui s'équilibre et qui permet à chaque entité de jouer son vrai rôle en étant dans je dirais dans un registre qui est plutôt bien dessiné. bien sûr. Et j'imagine le fait d'avoir du coup passé du temps à la fois dans dans des fameuses brand companies où on produit, on crée, tu vas découvrir comment se passe la création d'un produit, être au plus proche du terrain. Quand tu passes côté du coup société de marché, tu as peut-être une meilleure compréhension des enjeux marketing, Commerciaux, merchandising, commerciaux. absolument. Et au siège, c'est vraiment la compréhension plutôt l'impulsion de la stratégie, des Gestion de grandes la stratégie, orientations. fonctions qui peuvent être un peu plus transverses, ou même aussi des métiers assez uniques, hein, de fusion-acquisition par Bien sûr. exemple. Et donc moi j'ai réussi
finalement avoir une compréhension assez complète de l'intégralité des métiers de notre profession, quoi. Et donc, finalement, tu as grandi avec le groupe, puisqu'aujourd'hui, du coup, Pernod Ricard est le deuxième groupe de spiritueux au monde. Et maintenant, tu es à la tête du learning. Quels sont tes grands enjeux? Est-ce que c'est finalement créer un socle commun d'outils pour diffuser le savoir au sein du groupe? Est-ce que c'est des enjeux plutôt culturels? Est-ce que tu as une feuille de route sur... Oui, alors moi en fait c'est un rôle qui est encore récent pour moi et j'ai plutôt eu un parcours de DRH opérationnel, donc je suis encore un peu néophyte dans le monde du learning et Néophyte, mais... j'adore l'idée. En fait, j'adore l'idée d'apprendre de mon côté en fait sur cet environnement. D'ailleurs, je trouve que la communauté learning que je rencontre est extrêmement bienveillante, accueillante. Elle partage et enfin moi j'ai extrêmement de conversations qui m'élèvent aussi avec des pairs ou des gens de mon équipe tout simplement. Un milieu généreux, ouais. Ouais. Honnêtement, je suis très très impressionné par le niveau d'ouverture et de partage en fait que peut avoir cette communauté. Et sur l'agenda, quelque part, il est très connecté aussi aux phases de développement du groupe. On est dans une phase de transformation qui voit aussi nos métiers s'accélérer, notamment sur la transformation digitale. Sur le plan culturel, j'en parlais tout à l'heure, on a la volonté aussi de pouvoir continuer à intégrer des gens qui soient connectés avec l'histoire, les fondamentaux du groupe et que vivent cet ADN commun dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est important qu'on diffuse aussi ce socle commun qui fait un peu je dirais aussi le terreau sur lequel se créent les relations. Il y a un élément culturel de Pernod Ricard sur lequel moi je suis très aligné et qui correspond beaucoup à ma façon de travailler. C'est un environnement où le sens du collectif prend le pas sur le sens de l'individuel. Donc, si tu veux, pour nous, c'est important d'arriver à transmettre aussi ces éléments-là à de nouvelles générations de collaborateurs qui décident de rejoindre le groupe et qui, honnêtement, souvent ont entendu parler de cette dimension culturelle. Et comment tu fais justement, parce que alors vous avez de la chance, vous êtes du côté des entreprises qui ont un fort pouvoir d'attraction auprès des jeunes générations, mais comment tu fais pour, je reprends tes mots, avoir ce match culturel? Parce que tu sais, quand tu as des grandes marques comme Pernod Ricard, il y a toujours un peu une projection imaginaire où les gens vont fantasmer, voilà ce que c'est. Mais toi, derrière, côté RH, tu vas vouloir impulser une culture, des valeurs très précises. Comment tu fais pour t'assurer qu'il y a ce match et que tes nouveaux entrants sont en phase avec une histoire qui est aussi une histoire construite sur des décennies? Alors, j'ai pas forcément une recette magique qui marche à chaque fois. Je vous rassure. Okay. Tout à l'heure, on parlait de recrutement et c'est pas toujours une science exacte. En fait, pour moi, ces moments de recrutement, c'est pas forcément juste une organisation qui choisit un candidat, c'est aussi un candidat qui choisit une organisation. Et pour moi, cette dimension-là, pendant les rencontres qu'on a avec des candidats, elle est cruciale. C'est-à-dire que il faut que ce match culturel, il fonctionne dans les deux sens. Donc c'est à nous aussi, en tant qu'organisation, d'expliquer le plus clairement possible ce qui attend un collaborateur qui nous rejoint et qu'il y ait aucun décalage entre la réalité et je dirais la partie présentée. Donc pour moi, c'est très honnête, transparent. Très honnête, transparent, et pour moi, je pense que c'est un élément qui fait aussi que les gens qui nous rejoignent sont des gens aussi qui restent avec nous dans la durée. Il n'y a pas de fausses promesses. Il n'y a pas de fausses promesses. Pour moi, c'est une démarche extrêmement honnête sur ce que les gens vont trouver en rejoignant Pernod Ricard. Et voilà, moi j'ai jamais entendu quelqu'un que j'ai pu recruter me dire qu'il y avait eu un décalage sur ce plan-là. Et pour moi, ça c'est tellement clé. Pour moi, c'est clé. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de monter en compétence sur les métiers du digital. Il y a un virage, c'est ça, vers le e-commerce qui est en train de mener Pernod Ricard, ou qu'est-ce que... Alors sur le e-commerce, mais aussi sur la gestion de la data, en fait, tout simplement. C'est tout à l'heure je parlais de convivialité. Nous, on associe beaucoup nos marques à des moments de convivialité, donc c'est important aussi de savoir ce que nos consommateurs ont envie de pouvoir consommer à des moments clés de leur journée, de leur soirée, de leur nuit, et de les accompagner en fait dans cette expérience finalement et pour ça il faut avoir de la donnée, il faut avoir une précision dans ces éléments qui peuvent être fondés sur une partie intuitive parce que au bout d'un moment
connaît très bien ce consommateur, mais on a aussi besoin de confirmer ces Bien sûr. intuitions avec de la donnée fiable et puis qui nous permettent d'aider aussi à prendre des décisions. Tout à l'heure, tu parlais de virage. C'est peut-être pas forcément un virage, mais plutôt une continuité dans la connaissance du consommateur qu'on peut avoir. Très clair. Et donc on le voit, donc tu as des enjeux à la fois sur le digital, des enjeux sur la culture. Comment tu as structuré ton équipe aujourd'hui? Quel type de compétences tu as? Comment tu t'organises? Alors sur la partie de Pernod Ricard University, en fait, moi j'hérite d'un travail de fond formidable qui a été fait par mes prédécesseurs parce que l'entité a été créée il y a une douzaine d'années. Et à la tête de cette entité initialement, il y a un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection qui s'appelle Alban Marinier, qui a vraiment créé cette entité de toutes pièces et qui l'a bâtie de façon vraiment solide. Et aujourd'hui, je travaille toujours sur ces fondamentaux-là, qui soient autour du leadership, par exemple, qui est entre guillemets, une des prérogatives de l'université pour le groupe, et sur laquelle on travaille des programmes pour différentes audiences internes, que ça soit sur des éléments plus transverses en fait, tels que le change ou le digital ou la partie culturelle dont on parlait juste à l'instant, et puis que ça soit aussi sur l'expérience du learning, puisque l'université s'est aussi créée avec un campus physique. Ah, vous avez un campus, ben ouais. Oui, on a un campus physique donc qui est hébergé dans une propriété du groupe qui s'appelle La Voisine, qui est à Fontainebleau. Ça nous aide je dirais aussi à donner cette expérience réelle je dirais de convivialité dont on C'est parlait tout important à pour l'heure. ça, d'être incarné dans un lieu, pour toi, d'avoir un flagship pour l'université? Oui, pour nous, c'est important. Je pense qu'on sort aussi d'une phase Covid où il y a probablement un élément de saturation sur le delivery de programmes exclusivement en ligne et la volonté de retrouver aussi ces connexions, ce présentiel qui fait plus que partager le contenu d'un programme, mais qui Bien crée sûr. aussi du lien et dans notre cas, souvent du lien qui reste pour longtemps. Donc tu disais des thèmes transverses que tu adresses avec l'université, Mmh. un flagship, enfin je l'appelle flagship, mais Mmh. Ouais, un campus, ouais. et une équipe du coup sur des compétences. Est-ce que tu as des ingénieurs pédagogiques, des gestions de projet? Quels sont tes... Oui, on a des head of programs en fait, hein, qui veillent au design et au delivery de programmes transverses. Et puis on a un réseau aussi d'experts L&D qui sont basés dans nos filiales avec lesquels on travaille parce que l'idée c'est aussi que tout ne vienne pas de l'université, mais qu'on s'inspire aussi des bonnes pratiques qu'on voit émerger dans nos filiales. Et il y en a beaucoup. Est-ce que vous êtes dans combien de pays au total au final? On doit être présent dans un peu plus de 70 pays. Et donc, on n'a pas forcément des équipes L&D qui sont basées dans chacun de ces pays-là. En revanche, on a des grands marchés qui du coup, amplifient des bonnes pratiques locales et nous aident à installer en fait et tester sous format pilote parfois de nouvelles pratiques de learning. Donc Stéphane, on comprend bien aujourd'hui les enjeux de l'université. Donc ta feuille de route avec des thèmes qui sont transverses, qui ne sont pas spécifiques à tous les pays ou toutes les filiales, vraiment des thèmes génériques. Leadership, digital, oui. Oui, je pense que sur cette feuille de route, en fait, il y a aussi d'autres activités de fond qui sont, je dirais, en haut de l'agenda pour nous. Un de ces enjeux, pour moi, c'est l'accessibilité des contenus et qu'on continue à proposer une expérience de learning à nos apprenants qui soit stimulante, notamment sur tout ce qui est un peu self-directed, je dirais, et qui du coup ont la vocation aussi à, je dirais, impulser le plaisir d'apprendre dans nos organisations. Il y a forcément toute une série de programmes et de contenus qui vont revêtir un caractère obligatoire, mais il y a aussi toute une partie de savoir où l'enjeu pour nous, c'est de stimuler la curiosité de nos collaborateurs pour continuer à apprendre, et pour ceux qui en ont vraiment l'envie de comprendre que
ces acquis, ces nouveaux savoirs vont aussi servir leur propre développement interne. Tout à l'heure, je l'évoquais, on est aussi dans une sorte de continuité de la relation. Et pour nous, c'est important que nos collaborateurs se sentent en situation de pouvoir s'épanouir et continuer à apprendre de façon continue dans leur organisation. Qu'ils aient le souhait de rester sur le métier qu'ils font aujourd'hui ou qu'ils aient le souhait de changer de métier et de travailler sur une trajectoire de promotion interne qui est quelque chose qui fonctionne très bien dans notre organisation. Du coup, Stéphane t'expliquait quelque chose de très important et moi, ça me parle, cette dimension finalement, prendre du plaisir, que le learning soit pas quelque chose d'associé finalement, tu vois, à un dispositif mandatory. Toi, tu es finalement dans cette disposition très ouverte, d'une formation qui est presque au carrefour du développement pro et du développement perso. Tu me disais, c'est pas forcément que pour ton poste aujourd'hui, c'est aussi pour demain. Oui, absolument. Je pense que tout à l'heure je parlais d'accessibilité, mais pour moi il y a aussi presque un enjeu d'équité en fait à l'accès des contenus qui est derrière la fonction qu'on occupe. Moi, je voudrais arriver à pouvoir toucher l'intégralité des populations de notre organisation. On a des gens qui sont dans différents métiers. Certains contenus sont facilement accessibles à certains métiers et d'autres sont un peu plus compliqués d'accès. Donc, comment on fait pour faciliter une forme d'équité à l'accès et puis inciter ceux qui ont envie d'apprendre à continuer d'apprendre. Voilà, je parlais de promotion interne. Pour nous, c'est très important d'identifier parmi nos collaborateurs ceux qui ont envie de continuer à grandir et de leur donner la capacité à le faire. Moi, c'est ce que je soutiens aussi. Pour nous ramener un petit peu dans le temps, en fait, quand j'ai démarré chez Pernod Ricard, tout à l'heure, je parlais de Martel. Et une des premières missions que j'ai menées, en fait, c'est de faire du gaming, donc il y a 20 ans. Alors, c'était... C'était précurseur à l'époque. oui, mais c'était du gaming de l'époque, c'est-à-dire avec un jeu de plateau, des cartes. Super. Et puis, la cible, c'était nos opérateurs sur ligne d'embouteillage, à qui le message qu'on voulait passer, c'était vous êtes un maillon ultra important de toute une chaîne de valeur et voilà où vous vous situez sur cette chaîne. Et donc l'enjeu avec eux, c'était de comprendre où démarre et où termine le process de fabrication et de vente de nos produits. Mais tu vois, moi j'adore ce genre de vision très démocratique du learning. Et tu vois, ça me fait penser à d'autres pairs, comme par exemple Patrick Benamar chez Renault, Jean Couillet chez Safran, d'autres. Ils partagent un peu comme toi cette vision qu'on peut pas exclure, tu vois, l'opérationnel. Tu parlais des lignes de production, des personnes qui embouteillent, enfin qui mettent en bouteille, qui embouteillent. Et toi, tu te dis, voilà, il faut aussi les embarquer. Oui, alors faut les embarquer. Il faut bien sûr un certain nombre de personnes qui soient alignées sur une démarche similaire. Et pour cet exemple-là, ça veut dire planifier une mise en arrêt des lignes de production. Concrètement. Donc c'est un enjeu industriel. Et donc il faut avoir une forte conviction soi-même, mais aussi une forte conviction d'autres personnes associées. Et je crois qu'il y a ce terreau-là aussi chez Pernod Ricard qui favorise ça. En l'occurrence, une journée de 200 opérateurs qui sont mobilisés entre eux, qui ont pris une journée pour eux, en fait, apprendre à se connaître et apprendre aussi à, je dirais, situer leur métier par rapport à une chaîne de valeur, comme je disais tout à l'heure. Pour eux, c'était aussi, en termes de sentiment d'appartenance, quelque chose d'extrêmement développant et qui a non seulement permis de leur apprendre des choses, mais aussi de valoriser leur métier et leur contribution au quotidien. Et là où je te rejoins, lorsqu'on apprend, on est fier. Ça fait du bien d'apprendre, on se sent valorisé. Ça fait du bien d'apprendre et après on a ce sentiment de fierté et après on est encore plus heureux de le partager. Donc créer une communauté de gens qui sont heureux d'apprendre et heureux de partager ce qu'ils ont appris, pour moi c'est une ambition que je trouve très saine pour l'activité learning. Et du coup Stéphane, donc, tu disais tu as une feuille de route qui est quand même bien remplie. Comment tu fais pour trouver ton équilibre de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi, que tu as construit avec le temps? T'arrives à pas te faire déborder ou t'arrives à couper parfois? Si tu as besoin de couper, d'ailleurs.
Moi, je prends beaucoup de plaisir dans mon travail, donc c'est une activité dans laquelle je m'engage assez pleinement. Mais j'ai besoin de faire une dissociation entre ma sphère professionnelle et ma sphère privée. Je suis quelqu'un qui, par exemple, ne télétravaille pas beaucoup. J'aime bien être dans notre environnement de travail. On en parlait tout à l'heure parce que euh, moi, j'ai toujours été plutôt un DRH opérationnel et pour moi, c'était important de connaître les métiers, donc aller à la rencontre des gens, passer du temps avec eux. Et je pense que c'est quelque chose que j'obtiens pas forcément à travers À distance. un call Teams. Et du coup, j'ai toujours entretenu en fait cette proximité-là qui est pour moi fondamentale. Et puis sur cette notion de finalement de frontière entre privé et pro, moi ça m'aide aussi pour trouver ces respirations qui sont indispensables pour retrouver l'énergie. Mais tout à l'heure on parlait de créativité. La créativité, moi j'ai beaucoup d'idées qui me viennent dans des moments de pause finalement en fait, hein, où l'esprit s'évade, où voilà, tout à l'heure on parlait de mon caractère un peu rêveur. Forcément ces idées qui peuvent permettre de faire une différence le lundi matin, elles m'arrivent souvent pendant le week-end. Et comment tu fais justement pour trouver ces moments de respiration? Est-ce que c'est des choses que tu as sanctuarisées dans ton emploi du temps ou Oui, plus ou moins. Alors déjà, ce que j'ai appris à faire, c'est caler des plages où j'ai pas de rendez-vous dans la semaine. Ce que je faisais pas forcément oui, avant. J'ai toujours été quelqu'un plutôt disponible pour les autres. Et aujourd'hui, je me discipline à me trouver des moments où je peux réfléchir, où j'évite aussi d'être pollué par les des interruptions rapides. interruptions, exact, voilà, pour avoir du temps de concentration finalement. Et je trouve que quand je fais ça, je suis meilleur dans la réactivité sur des temps qui demandent de la réactivité, et ça me permet de trouver cet équilibre-là. Tu des slots de deep work, c'est comme ça qu'on appelle ça, le fameux ces On peut concepts un les peu appeler de du deep work, ouais. vraiment d'être dans une bulle, tu pas ton équipe qui vient te solliciter ou tu pas 40 réunions, Voilà. mais c'est tes moments. Donc ça te permet de sortir un peu du rush du quotidien. Oui, oui, oui. Après, tout à l'heure, on parlait de ces moments qui peuvent être un peu des light bulb moments où l'idée arrive. Euh, Moi, c'est des moments que je provoque pas en fait. Ce sont des moments qui arrivent spontanément au moment où souvent on s'y attend le moins, mais parce que on a accepté de se laisser aller. Quand j'étais à Londres, j'avais un patron qui aimait bien faire des walking conversations. Donc, C'est marrant ça et ça marche ça? moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est Ouais, vrai? ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, on était installé dans un business park avec un petit lac, des petits ponts, des canards, Oui, etc. Donc, l'environnement s'y prête. il y avait un environnement qui était très sympa pour avoir des conversations qui étaient souvent d'ordre informel au départ, qui reconnectaient avec le professionnel et qui nous amenaient sur un ton qui était non formaté, sans PowerPoint, souvent avoir des idées qu'on allait pouvoir implémenter plus tard et qui pouvaient être décisives pour l'orientation de notre organisation. Je retiens, il faudrait que je teste les walking meetings. Après, on est en plein 9e arrondissement avec toutes les voitures, les scooters et les trottinettes. Je sais pas si ça va être aussi peaceful que toi. Et tu fais des activités sportives un peu pour déconnecter ou pour... Oui, alors en ce moment j'ai un dos qui est un peu récalcitrant. Du coup, je m'impose une sorte de routine matinale qui est faite d'étirement, qui est faite de renforcement musculaire et puis de natation, hein. C'est essentiellement ça que je fais en ce moment. Mais oui, je suis quelqu'un d'assez sportif de nature. Tout à l'heure, on parlait un peu de mon parcours scolaire. Moi, j'ai en fait de la quatrième à la terminale, j'étais en classe sport-études où je faisais du volleyball. Et c'est une période de ma vie dans laquelle je me suis donné assez intensément pour l'activité sportive. C'était probablement ce qui me motivait le plus à cette époque-là. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, j'avais pas vraiment d'idée précise du métier que je voulais faire parce que mon esprit était vraiment Happé accaparé par le sport. à cette activité. Et est-ce que tu as des coups de cœur à nous recommander? Alors, ça peut être des livres, des expos, coups de cœur culturel, un peu où tu nous dis, tiens, voilà comment bien. Je crois que ce podcast va être diffusé courant septembre.
Est-ce que pour la rentrée, il y a des choses que tu nous recommandes? Alors moi, en fait, ça fait 10 ans que j'ai pas habité Paris, donc je reviens à Paris un peu en touriste. Et il y a beaucoup d'endroits que je redécouvre ou que finalement je n'avais pas exploré précédemment. Par exemple, j'avais jamais vu la Bourse du Commerce, donc j'ai trouvé ça assez impressionnant comme bâtiment. Et puis l'exposition ou les expositions qui y sont varient assez souvent et sont plutôt également inspirantes. Mais non, je crois pas que je pourrais avoir cette dimension-là de recommandation parce que je lis assez peu, donc je suis pas forcément inspiré par ce que je lis. Et alors je sais que je rate quelque chose parce qu'on me dit souvent Chacun sa passion. tu devrais lire celui-là, tu devrais essayer celui-là. Donc j'essaye à chaque fois. Et puis comme j'ai toujours finalement cet esprit qui vagabonde, je lis une page puis je m'aperçois en bas de la page qu'en fait j'ai lu, mais j'ai pas forcément été concentré sur le sens de ce que je lisais parce que voilà, mon esprit était Pas ailleurs. d'obligation. Là, déjà, tu nous as fait une très belle recommandation. Moi, la Bourse du Commerce, c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est à la fois un lieu, moi, je trouve, une rénovation architecturale incroyable parce que ça a conservé tout son cachet historique. Et puis, tu as eu la patte de l'architecte, je crois que c'est Tadao Ando, qui, du coup, a mis en plus une patte béton, brutaliste, vraiment moderne. Oui, et puis l'histoire du bâtiment au fil des siècles est assez passionnante à écouter. Oui, je recommande. Eh bien, écoute, on va rester sur cette très belle recommandation parisienne. Pour ceux qui passent de temps en temps à Paris, venez, c'est près des Halles et c'est vraiment un lieu qui vaut le coup. Merci beaucoup Stéphane. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans ton parcours. C'est marrant, tu as beaucoup parlé de culture et je crois que c'est un ferment qui est essentiel. Ce qui transparaît dans ton récit, c'est cette dimension très familiale. On sent que Pernod Ricard est un groupe familial, mais aussi avec un prisme très international. Je suis marquée par ta feuille de route et par ton discours sur l'accessibilité. Moi, j'aime beaucoup cette notion de démocratiser le savoir qui me parle beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Stéphane. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à très bientôt, amis de la RH.